Parfait. Donc je suis ravi d'être ici avec vous. Et effectivement, je vais vous parler du bloc PENG et de l'IPAC dans la chirurgie du membre inférieur. Et j'aimerais vous dire et citer ce neuropsychologue américain qui a publié un bouquin qui s'appelle Le paradoxe du choix, quand trop de choix, eh bien, tue le choix. Parce qu'effectivement, apprendre à choisir est difficile, apprendre à choisir bien est encore plus dur, et apprendre à choisir dans un monde où les possibilités sont infinies est probablement impossible. Et c'est parfois ce que je ressens avec notamment l'ALR pour la chirurgie du membre inférieur. Il semblerait qu'il y ait tellement de possibilités que c'est difficile de faire le choix de la meilleure stratégie analgésique. Alors, on va voir comment le PENG block et l'IPAC peuvent s'inscrire dans une stratégie d'analgésie post-opératoire. Et c'est vrai que ce débat existe lorsqu'on parle de réhabilitation améliorée entre l'anesthésie loco-régionale qui permet le contrôle de la douleur post-opératoire, qu'on évalue souvent par des scores de douleur et de la consommation morphinique. Mais à l'anesthésie loco-régionale, notamment proximale, on oppose souvent, et les chirurgiens opposent souvent, l'atteinte de la fonction musculaire motrice qui pourrait compromettre la réhabilitation. Moi, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de match, qu'il n'y a pas vraiment de débat. Il est illusoire de penser se réhabiliter alors qu'on est douloureux. Donc notre objectif premier, c'est avant tout le contrôle de la douleur avec une anesthésie loco-régionale efficace. Et si en plus, cette anesthésie loco-régionale permet une épargne de la fonction musculaire motrice, alors c'est gagné. Mais d'abord le contrôle de la douleur. Alors on va commencer par parler du bloc PENG. Du bloc PENG dans deux situations distinctes. D'abord la situation de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, où les patients vont bénéficier d'une chirurgie d'ostéosynthèse par plaque vis, par clou ou par prothèse de hanche. Et on va essayer de la différencier d'une situation de chirurgie de coxarthrose, une chirurgie programmée de coxarthrose, où là, les patients bénéficient de la pose d'une prothèse totale de hanche. Pourquoi on fait la distinction? Parce que, et d'ailleurs la SFAR fait aussi la distinction lorsqu'on parle de contrôle de la douleur dans ces deux indications-là. Eh bien, pour la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, notre société savante nous recommande la réalisation d'un bloc fémoral ou d'un bloc iliofacial pour assurer l'analgésie post-opératoire. C'est des recommandations qui datent déjà, mais qui sont toujours valables, tout simplement parce que le bloc nerveux périphérique dans la fracture du col, dans une population particulièrement fragile et vulnérable, permet une meilleure analgésie au repos et à la mobilisation, permet de diminuer la consommation en opiacés, et on sait dans cette population vulnérable que l'épargne morphinique est essentielle, permet de diminuer le délai d'immobilisation des patients, permet aussi de diminuer les complications, notamment respiratoires, avec moins de pneumonie lorsqu'on fait de l'ALR, et moins de délirium post-opératoire, moins de dysfonction cognitive post-opératoire lorsqu'on fait de l'ALR, probablement là aussi grâce à l'épargne morphinique que permet cette anesthésie loco-régionale. Alors que pour la chirurgie programmée de PTH, donc pour coxarthrose, eh bien les données actuellement disponibles dans la littérature sont insuffisantes pour que les experts de notre société savante émettent des recommandations avec un niveau de preuve suffisant sur l'intérêt d'une anesthésie loco-régionale dans cette indication-là. Et d'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse aux sociétés savantes de réhabilitation améliorée, à laquelle participent les chirurgiens, eh bien vous avez souvent nos chirurgiens qui nous disent non, dans la chirurgie de PTH programmée, je ne veux pas d'anesthésie loco-régionale parce que le bénéfice antalgique serait limité et parce qu'en plus, avec un bloc fémoral, vous compromettez la force motrice quadricipitale et vous empêchez les patients de se réhabiliter. On va pouvoir en discuter. Donc si on revient sur l'innervation de la hanche, de sa face antérieure et de sa face postérieure, vous voyez que le nerf fémoral, le nerf sciatique et le nerf obturateur participent à l'innervation de l'articulation de la hanche. Ce sont les trois nerfs principaux qui participent à l'innervation de l'articulation de la hanche. Et puis, il a fallu finalement une succession d'études anatomiques, cadavériques, réalisées par une équipe canadienne, et notamment par Philippe Peng, pour finalement démontrer que pour la capsule articulaire antérieure de la hanche, eh bien, il y avait la participation des branches articulaires du nerf fémoral ici en vert, mais également des branches articulaires du nerf obturateur
et du nerf obturateur accessoire que vous voyez ici en bleu. Et si on résume, si on se permet de résumer cette succession d'études anatomiques cadavériques, on pourrait représenter la chose de la façon suivante. La capsule articulaire de la hanche, notamment sur sa face antérieure, est innervée par les branches articulaires du nerf fémoral dans la totalité de ses cadrans, par les branches articulaires du nerf obturateur pour les cadrans inférolatéral et inféromédial, et par les branches articulaires du nerf obturateur accessoire lorsqu'il existe pour les cadrans supéromédial et inféromédial. Et il était logique qu'après cette succession d'études anatomiques cadavériques, ces auteurs canadiens proposent la réalisation d'un bloc des branches articulaires de la capsule articulaire de la hanche, dénommé le Peng bloc, et c'est donc bien Philippe Peng qui a défini ce bloc, en prenant une sonde biconvexe curvilinéaire que vous placez au niveau du pli inguinal, vous pouvez aisément identifier l'épingle iliaque antéro-inférieure et l'éminence iliopubienne en profondeur de l'artère fémorale, visualiser le tendon du muscle psoas et avec une aiguille longue, vous pouvez venir entre l'éminence iliopubienne et le tendon du psoas injecter 20 ml d'une solution d'anesthésiques locaux qui permettent de faire l'anesthésie de ces branches articulaires. Donc c'est une sonde biconvexe, mais vous verrez que dans un certain nombre de cas, si pour ceux qui l'ont pratiqué, vous pouvez utiliser des sondes linéaires haute fréquence lorsque les malades ont un index de masse corporelle normal. Est-ce que le bloc Peng est véritablement un bloc péricapsulaire? Eh bien oui, là aussi, lorsque vous injectez des anesthésiques locaux colorés au bleu de méthylène, d'ailleurs que vous utilisiez 10 ml ou 20 ml d'anesthésiques locaux, eh bien vous arrivez à colorer les branches articulaires du nerf fémoral, du nerf obturateur et du nerf obturateur accessoire. Et c'est donc bien un bloc péricapsulaire qui d'ailleurs se fait la majorité du temps avec environ 20 ml. Alors, est-ce qu'on a un niveau de preuve un peu plus élevé que ces simples études anatomiques cadavériques décrites dans la littérature? On va d'abord voir ça pour la fracture du col. Eh bien, l'étude Princeps, c'est celle de Philippe Peng, qui a montré sur une série de 5 cas de patients qui avaient une fracture du col du fémur que les scores de douleur étaient véritablement diminués par la réalisation d'un Peng block par rapport au score de douleur préopératoire. Et en moyenne, sur une échelle numérique côté sur 10, les patients perdaient 7 points de douleur 30 minutes après la réalisation du bloc. Donc on est sur une série de 5 cas et c'est la publication Princeps de Philippe Peng. D'autres sont allés un peu plus loin avec des séries un tout petit peu plus conséquentes de patients atteints d'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Et j'ai trouvé que ces données étaient intéressantes puisque dans la majorité des cas, même dans la totalité des cas de ces 10 patients atteints d'une fracture du col du fémur, eh bien la douleur, les scores de douleur étaient substantiellement diminués et permettaient de placer les patients en position assise sans douleur et sans aide pour réaliser la rachianesthésie en vue de leur chirurgie de fracture du col du fémur. Alors, c'est vrai qu'on avait envie, et ces études ont tardé à venir, on avait envie d'avoir des études randomisées, contrôlées, qui comparaient dans la fracture de l'extrémité supérieure du fémur le bloc Peng à ce qui est recommandé dans la littérature, un bloc fémoral ou un bloc iliofacial. Et donc, cette étude australienne a publié une série de 60 patients, 30 patients dans chaque groupe, 30 patients bénéficiant d'un bloc Peng et 30 patients bénéficiant d'un bloc fémoral, avec comme critère de jugement principal une douleur considérée modérée à sévère en salle de réveil. Eh bien, vous voyez que les patients du groupe Peng, l'incidence des patients qui avaient une douleur modérée à sévère dans le groupe Peng était plus faible que dans le groupe bloc fémoral. Et donc, les auteurs ont conclu à une supériorité du bloc Peng par rapport au bloc fémoral. En ce qui concerne la force musculaire motrice, eh bien, le pourcentage de patients qui avaient une force musculaire intacte en post-opératoire, en salle de réveil et à la 24e heure post-opératoire, était bien plus important que dans le bloc fémoral. Donc un argument en faveur de l'épargne de la fonction musculaire motrice permise par le Peng block. Et donc les auteurs concluaient à une supériorité du Peng par rapport au bloc fémoral, probablement tout simplement parce que lorsque vous faites un Peng, vous n'avez pas seulement la branche articulaire du nerf fémoral, mais encore une fois aussi la branche articulaire du nerf obturateur et du nerf obturateur accessoire. Alors à la question qui a été posée aux auteurs de savoir si ça marchait mieux
pour les fractures pertrocantériennes qui avaient besoin d'un clou, ou si ça marchait mieux pour les fractures cervicales vraies qui avaient besoin d'une prothèse de hanche, eh bien, il semblerait que le bénéfice soit plus fort, soit statistiquement significatif pour les patients qui avaient une fracture cervicale vraie qui devaient bénéficier d'une prothèse totale de hanche. Et c'était moins vrai pour les patients qui avaient une fracture pertrocantérienne avec un enclouage centromédulaire. Qu'en est-il pour la chirurgie réglée de PTH? Là aussi, dans la littérature, un certain nombre d'études randomisées contrôlées ont vu le jour depuis 2021. La première en chef de file, une étude publiée par une équipe italienne qui s'intéressait au PTH programmé opéré sous rachianesthésie et qui finalement comparait le bloc PENG à l'absence de bloc. Là aussi, parce que dans la chirurgie de PTH programmée, l'ALR périphérique n'est pas recommandé de façon systématique. Eh bien, vous voyez que les auteurs, en s'intéressant à la douleur en salle de réveil à la 24e heure post-opératoire et à la 48e heure post-opératoire, ont permis de démontrer que les scores de douleur étaient plus faibles dans le groupe de patients qui avaient reçu un PENG par rapport au groupe contrôle. Et le corollaire de ça, les résultats subsidiaires de ces scores de douleur plus faibles, c'était une consommation de comprimés de morphine plus faible dans le groupe de patients qui avaient bénéficié d'un PENG. Un autre résultat sur, encore une fois, la réhabilitation des patients, sur leur capacité à marcher, sur leur premier lever et leur capacité à marcher, eh bien vous voyez que cette capacité à marcher apparaissait plus précocement dans le groupe PENG que dans le groupe contrôle. Et là, je trouve que ça renforce l'idée qu'on ne peut pas envisager se réhabiliter si on n'a pas un contrôle optimal de la douleur. Encore une fois, c'est la première étape pour espérer se lever et marcher, c'est bien le contrôle de la douleur. Alors, peut-être qu'il est plus intéressant de s'intéresser à des indicateurs de qualité de vie. Et c'est assez à la mode en ce moment, on s'intéresse beaucoup à l'impact que peuvent avoir les soins sur la qualité de la récupération, et en l'occurrence ici sur un score qui s'appelle le CORE 15, donc 15 questions qui permettent d'évaluer la qualité de la récupération post-opératoire et qui évaluent différents domaines comme la douleur, le confort physique, la dépendance physique et l'état émotionnel. Et vous voyez que pour ces auteurs qui ont comparé une stratégie avec un bloc PENG par rapport à une stratégie contrôle sans rien du tout, eh bien la qualité de la récupération à la 24e heure post-opératoire était meilleure dans le groupe de patients qui avaient bénéficié d'un PENG bloc. Et c'était valable pour tous les domaines de ce score de qualité de récupération. Et là aussi, la consommation d'opiacés à la 24e heure et à la 48e heure post-opératoire était plus faible dans le groupe de patients qui avaient bénéficié d'un PENG. Je trouve cependant que finalement, de comparer le PENG à une stratégie contrôle, ce n'est probablement pas ce qui est pertinent, en tout cas dans la réalité, dans notre réalité quotidienne. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais par exemple, nous avons l'habitude, pour tous les patients qui ont une chirurgie de PTH programmée, de réaliser, en tout cas le chirurgien a l'habitude de réaliser une infiltration périarticulaire avec de grands volumes. Et il était peut-être plus pertinent, et c'est ce qu'ont fait les Chinois ici, de comparer une stratégie PENG en adjonction d'une infiltration intra-articulaire faite par le chirurgien par rapport à une infiltration intra-articulaire réalisée isolément par le chirurgien. Et de s'intéresser, là aussi, à des scores de douleur et éventuellement à la force quadricipitale. Eh bien, lorsqu'on fait ça, lorsque les auteurs ont réalisé ça, eh bien, vous voyez que les scores de douleur sont plus faibles pour les patients qui ont bénéficié du bloc PENG en adjonction à l'infiltration intra-articulaire par rapport à une infiltration intra-articulaire réalisée isolément. Le problème de ça, c'est que vous voyez que dans l'infiltration intra-articulaire qui est faite par les chirurgiens, eh bien, ils ont utilisé de petits volumes d'anesthésiques locaux. Et nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ces résultats. Nous avons mené à peu près la même étude, avec un design à peu près comparable, de patients cette fois-ci qui étaient opérés sous anesthésie générale pour leur chirurgie de PTH. Et nous avons comparé l'adjonction d'un bloc PENG à l'infiltration intra-articulaire, cette fois-ci réalisée avec de grands volumes d'anesthésiques locaux. Et vous voyez que lorsqu'on s'est intéressé à notre critère de jugement principal, qui était la consommation morphinique à la 24e heure post-opératoire, il n'y avait pas de différence entre les groupes. Et en ce qui concerne la récupération fonctionnelle, en accord avec les données précédentes que je vous ai présentées, eh bien là aussi, on voyait que le bloc PENG n'altérait pas la fonction musculaire motrice, puisque le test, le time to up and go test, c'est-à-dire la capacité des patients à se lever de la chaise, à faire 3 mètres et à revenir sur la chaise, tout ça étant chronométré, était comparable dans le groupe de patients qui avaient bénéficié d'un PENG et d'une infiltration intra-articulaire par rapport au groupe de patients qui avaient bénéficié d'une infiltration intra-articulaire réalisée isolément. Et finalement, si on devait vraiment opposer l'infiltration éco-guidée faite par l'anesthésiste, le bloc PENG,
avec 20 millilitres. Et l'infiltration éco-guidée faite par le chirurgien en fin de chirurgie avec plus de volume, et c'est cette étude sortie tout récemment, eh bien vous voyez que les résultats seraient plutôt en faveur de l'infiltration intra-articulaire réalisée avec de grands volumes. En tout cas, c'est les résultats que ces auteurs ont trouvés sur les scores de douleur au repos des 48 premières heures, à différents intervalles, mesures à différents moments, à différents intervalles de temps, et sur les scores liés à la mobilisation des 6 premières heures post-opératoires. Donc un des messages que je voulais vous faire passer, c'est que lorsqu'on réalise une infiltration intra-articulaire, eh bien, il faut la réaliser probablement avec de grands volumes pour qu'elle soit efficace sur le plan analgésique. Qu'en est-il du bloc IPAC? Eh bien, là aussi, on va essayer de décliner le bloc IPAC dans la chirurgie de PTG, une chirurgie majeure du genou qui est réputée douloureuse, et dans une chirurgie mineure, celle du ligament croisé antérieur opéré sous arthroscopie. Pour la chirurgie de PTG, un mot, ces données anciennes qui montrent quand même que, alors que les patients viennent se faire opérer d'une PTG parce qu'ils ont une impotence fonctionnelle douloureuse, c'est le motif de consultation de ces patients, eh bien vous voyez que 20% d'entre eux, 3 mois après une chirurgie de PTG, ont toujours des douleurs considérées modérées à sévères. Donc ils viennent se faire opérer pour de la douleur, et 20% d'entre eux, 3 mois après la chirurgie, ont toujours des douleurs intenses. Alors c'est vrai que ces données sont anciennes, il faudrait probablement réévaluer ça avec maintenant l'arsenal de stratégies analgésiques que nous avons à notre disposition, mais en tout cas ces résultats m'avaient marqué et ils méritaient d'être soulignés. En ce qui concerne le genou, j'avais beaucoup apprécié cette méta-analyse en réseau publiée par Terkaoui qui avait repositionné l'anesthésie du territoire postérieur du genou comme étant fondamentale, et qui avait montré que c'était la combinaison des blocs nerveux périphériques et probablement du bloc fémoral et du bloc sciatique qui permettait probablement le meilleur contrôle analgésique post-opératoire, qui était probablement la meilleure modalité d'anesthésie. Et je trouve que c'est important de ne pas oublier qu'il y a, dans la chirurgie de PTG, il est essentiel d'anesthésier le contingent antérieur, mais également le contingent postérieur avec efficacité. Et alors c'est vrai qu'il faut qu'on parle quand même de l'innervation distale du genou, parce qu'on est là aussi pour parler, je suis aussi là pour parler de l'IPAC. Et vous voyez que sur le plan d'innervation, le genou est une articulation complexe, parce qu'on a besoin à la fois des branches articulaires, des branches terminales du nerf sciatique, avec notamment les nerfs géniculés supérolatérales, supéromédiales, inféromédiales et inférolatérales, mais également des branches terminales du nerf fémoral, et aussi, dans le compartiment antéro-interne, des branches articulaires du nerf obturateur. Et finalement, l'IPAC consiste à venir entre la capsule postérieure de l'extrémité distale du fémur et l'artère poplitée et venir à anesthésier ce qu'on pourrait appeler le plexus poplité avec une sonde d'échographie qu'on a l'habitude de mettre en face postérieure du genou ou sur la face antéro-interne pour venir réaliser une injection d'environ 20 millilitres d'anesthésiques locaux pour anesthésier ces branches articulaires terminales, ce plexus poplité. Alors, plutôt que de refaire toute la démarche que j'ai faite précédemment pour le PENG, j'ai trouvé que cette méta-analyse et cette revue de la littérature qui reprenait les essais contrôlés randomisés sur l'efficacité d'un IPAC sur la chirurgie de PTG, et cette conclusion est assez intéressante. Eh bien, vous voyez que lorsque vous avez l'habitude de réaliser un bloc au canal des adducteurs, eh bien, de rajouter un IPAC n'apporte rien sur le contrôle de la douleur si vous utilisez déjà une infiltration périarticulaire faite par le chirurgien. Par contre, si dans vos habitudes, il n'y a pas d'infiltration périarticulaire, eh bien là, oui, l'IPAC pourrait avoir un bénéfice antalgique lorsqu'il est rajouté au bloc au canal des adducteurs dans la chirurgie de PTG. Cependant, cette étude publiée par une équipe toulousaine, celle de la clinique Medipol-Garonne, récemment dans une excellente revue, le BJA, qui a évalué une stratégie d'ALR dite distale, comprenait IPAC, bloc au canal des adducteurs, bloc obturateur, et qui l'a comparé à une stratégie proximale, bloc fémoral, bloc sciatique et bloc obturateur, eh bien vous voyez que la consommation cumulée de morphine dans les 24 premières heures était bien plus faible dans le groupe de patients qui avaient bénéficié d'une stratégie proximale, sciatique, fémoral et obturateur par rapport à la stratégie distale avec IPAC et bloc au canal des adducteurs. Et les scores de douleur en salle de réveil ne sont pas du tout les mêmes, notamment
à la phase précoce, à la phase post-opératoire immédiate. Vous n'avez pas la même salle de réveil. Les patients ne sont pas soulagés de la même façon lorsqu'on fait une stratégie proximale et lorsqu'on fait une stratégie distale. Par ailleurs, lorsqu'on s'intéresse à la capacité des patients à se lever à J0, parce qu'on est aussi là pour parler de réhabilitation améliorée, eh bien vous voyez que dans tous les cas, 2/3 à 3/4 des patients, même avec une stratégie proximale, sont capables de se lever à J0. Alors certes, ils ne marchent pas à J0, mais ils sont capables de se lever à J0. Et si votre objectif est la marche à J1, eh bien vous le voyez ici, eh bien quasiment la totalité des patients dans les deux groupes étaient capables de marcher à J1. Et d'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse à l'atteinte motrice quadricipitale définie par la parésie ou la paralysie, même dans une stratégie distale, eh bien vous voyez que 47% des patients, autrement dit un patient sur deux, n'est pas invité. C'est-à-dire que par cette chirurgie et cette sidération musculaire arthrogénique, parce que vous coupez une articulation, de toute façon, même si vous voulez épargner la fonction musculaire motrice avec des blocs distaux, eh bien vous avez quand même une sidération quadricipitale. Qu'en est-il pour le ligament croisé antérieur? Il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature sur IPAC et ligament croisé antérieur. Et là aussi, je vous présente les résultats fraîchement tombés d'une étude prospective randomisée contrôlée que nous avons menée dans le service, qui a voulu comparer bloc au canal des adducteurs par rapport à bloc au canal des adducteurs et IPAC, en faisant l'hypothèse principale qu'il y avait une supériorité analgésique lorsqu'on faisait l'adjonction d'un bloc IPAC au bloc au canal des adducteurs par rapport à un bloc au canal des adducteurs réalisé isolément. Et nous nous sommes intéressés à la consommation morphinique à la 48e heure post-opératoire. Eh bien, en fait, c'est une étude négative. Lorsqu'on compare les deux groupes et qu'on compare la consommation morphinique en équivalent oral à la 48e heure post-opératoire, eh bien, c'est la même dans les deux groupes. Autrement dit, l'IPAC n'apporte rien, n'apporte pas de bénéfice antalgique sur la consommation morphinique de la salle de réveil, d'ailleurs, de la 24e heure ou de la 48e heure. Par contre, nous avons d'autres résultats qui sont hyper intéressants et que j'ai eu la chance d'analyser ces derniers jours. Alors effectivement, nous nous sommes intéressés à la réhabilitation fonctionnelle à 3, 6 et 9 mois avec des scores fonctionnels du genou, les scores KOUS, IKDC et Licholm. Et de savoir notamment avec des composantes de douleur, de raideur, de qualité de vie. Eh bien évidemment, pas de différence sur ces scores fonctionnels entre les deux groupes. L'IPAC ne permettant pas un bénéfice antalgique supplémentaire, il était illusoire de penser que ça pouvait avoir un bénéfice sur la récupération fonctionnelle. Par contre, lorsqu'on fait deux groupes, c'est-à-dire ceux qui ont peu consommé de morphine dans les 2 premiers jours post-opératoires et ceux qui ont beaucoup consommé de morphine dans les 2 premiers jours post-opératoires, eh bien vous voyez que les scores fonctionnels ne sont pas les mêmes. Autrement dit, les malades douloureux en post-opératoire immédiat sont les malades qui auront une moins bonne récupération fonctionnelle au niveau du genou. Donc ça veut dire qu'il y a un message, il faut contrôler la douleur post-opératoire précoce de ces patients-là. En conclusion, le bloc PENG, c'est un bloc des branches articulaires du nerf fémoral obturateur et obturateur accessoire. Avec 20 ml, vous avez une anesthésie de ces branches articulaires qui permet aussi l'épargne de la fonction musculaire motrice. Probablement que pour la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, le bloc PENG pourrait supplanter le bloc fémoral, en tout cas notamment dans la chirurgie de fracture cervicale vraie et de PTH. Par contre, pour la PTH programmée, je pense que c'est une réalité, le PENG, si vous ne faites pas d'infiltration périarticulaire. Par contre, c'est probablement un mythe si vous avez déjà l'habitude de faire des infiltrations intra-articulaires avec de hauts volumes. Pour l'IPAC, là aussi, avec 20-25 ml, vous pouvez réaliser un bloc des branches de la capsule postérieure de l'articulation du genou, avec probablement une épargne de la fonction musculaire motrice, quoique. Dans l'analgésie pour prothèse totale du genou, si vous n'avez pas déjà fait d'anesthésie du contingent postérieur, pas d'infiltration intra-articulaire, pas de bloc sciatique, eh bien pourquoi pas faire l'IPAC? Par contre, pour la chirurgie du ligament croisé antérieur, c'est probablement un mythe. Voilà, je vous remercie pour votre attention.